Bonjour, je vous propose ce matin d'écouter l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé. En clair, c'est une mise en conformité de notre droit au texte européen. Ce texte est examiné en procédure accélérée. Il a fait l'objet d'un large consensus à l'Assemblée nationale. Plusieurs articles portent sur la vente en ligne de médicaments. La France, vous le savez, a choisi de limiter aux seuls pharmaciens la possibilité de vendre en ligne des médicaments non soumis à prescription, ce que devrait valider ce texte. Voilà, tout de suite, direction l'hémicycle. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Nous avons le devoir et la responsabilité importante de transposer le droit communautaire en droit interne. Il s'agit là d'une obligation constitutionnelle. Mais pour autant, la transposition ne signifie pas la duplication ou la simple application des termes mêmes de la directive. Si nous devons évidemment rester fidèles aux directives prises par l'Union européenne, nous disposons de marge de manœuvre quant aux manières d'atteindre les objectifs fixés par le législateur communautaire. À travers l'examen de ce texte, nous prenons des décisions majeures en matière de santé et nous faisons des choix importants pour renforcer notamment la sécurité de nos concitoyens. Les deux premiers articles traitent d'un enjeu important. Il s'agit de l'obligation d'assurance dans le champ des activités de chiropraxie et d'ostéopathie. C'est un enjeu essentiel parce que le nombre de ces praticiens a fortement augmenté ces dernières années. Grâce à ce projet de loi, les patients pourront bénéficier des mêmes garanties que lorsqu'ils consultent un professionnel de santé. L'article 3 vise, pour sa part, à adapter les dispositions du Code de la santé publique au règlement européen du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. C'est une question essentielle pour notre pays puisque nous sommes leader mondial sur le marché de la beauté. Ce projet de loi vient ainsi compléter et clarifier le droit interne sur différents points, tels que la terminologie applicable, la notion de personne responsable, l'autorité compétente en charge de la surveillance du marché, qui doit être l'ANSM, et ses obligations, la notification avant mise sur le marché. Tout l'objet de cet article est précisément de renforcer la protection de nos concitoyens. Comment ? En permettant que, désormais, l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques se fasse en bonne conformité avec les bonnes pratiques des laboratoires, en garantissant aussi qu'elles soient conduites par des professionnels qualifiés et en s'assurant enfin que les réactions nocives et les effets indésirables pour la santé, imputables à l'utilisation normale ou raisonnable de ces produits, soient déclarés sans délai. Dorénavant, tout utilisateur professionnel, distributeur ou consommateur aura l'obligation d'avertir l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, en cas d'effets indésirables. Ce même article concerne aussi les produits de tatouage dont la législation est définie par référence à celle des produits cosmétiques. Il précise ainsi les modalités de la mise sur le marché des produits, la transmission de leur composition aux centres antipoison et les obligations des importateurs et des fabricants à l'égard de l'ANSM. Par ailleurs, l'obligation d'information au public ainsi que les sanctions administratives qui découleraient d'une non-déclaration seront renforcées. L'article 4 devrait, quant à lui, permettre d'encadrer la vente à distance des lentilles de contact correctrices. Néanmoins, vous savez que des dispositions
portant sur ce même sujet et ayant une portée plus large encore ont été introduites par amendement à l'article 17 quater du projet de loi relatif à la consommation, porté par Benoît Hamon, ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Les dispositions de ce projet de loi seront promulguées avant le texte que nous étudions aujourd'hui. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a supprimé l'article 4. L'article 5 permet de ratifier, ce qui paraît cohérent, je dois le dire. L'article 5 permet de ratifier l'ordonnance du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente des médicaments sur Internet et à la lutte contre la falsification des médicaments. Cette ordonnance transpose la directive européenne relative à la prévention de l'introduction dans la chaîne d'approvisionnement légale de médicaments falsifiés. Nous avons, vous le savez, encadré la vente sur Internet en allant aussi loin que le permet la législation européenne. Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Pour assurer la sécurité des patients, nous devons donc garantir le même niveau de sécurité, de qualité et de conseil qu'au comptoir de nos officines. Pour ce faire, j'ai mis en place des garde-fous. En premier lieu, j'ai décidé que les sites de vente en ligne devaient être adossés à une pharmacie. Ensuite, il appartient à l'Agence régionale de santé d'autoriser au préalable toute création de site Internet. Enfin, la vente en ligne des médicaments à prescription médicale obligatoire a été exclue. L'article 5 ajuste les dispositions du Code de la santé publique prises jusqu'ici dans ce domaine. L'ordonnance comporte aussi un deuxième volet important qui précise les sanctions en cas de fabrication, de courtage, de publicité ou de vente sur médicaments falsifiés. L'article 6 entend transposer la directive du 25 octobre 2012 relative à la pharmacovigilance qui définit les nouvelles obligations des titulaires d'autorisation de mise sur le marché. En premier lieu, les laboratoires devront motiver leur décision de suspension ou d'arrêt de commercialisation de médicaments auprès de l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé. Ensuite, les laboratoires auront l'obligation d'informer l'ANSM immédiatement et de façon motivée à chaque fois qu'ils engageront une action dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers. Il peut s'agir notamment du cas où la commercialisation d'un médicament est suspendue ou arrêtée. Je pense aussi à la situation où une autorisation de mise sur le marché est retirée ou non renouvelée lorsque le bénéfice-risque est défavorable. Ces décisions s'inscrivent dans le cadre d'une action plus large que j'ai engagée pour renforcer la sécurité de nos concitoyens. J'ai retenu une chose des crises récentes de santé publique, il est impératif de réformer notre dispositif de veille et de sécurité sanitaire. Il s'agit de transformer notre système afin qu'il devienne plus fiable, plus sûr et de meilleure qualité. Ce travail s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Je sais qu'il intéresse directement les Français pour avoir participé à plusieurs débats départementaux et régionaux, parmi ceux organisés aujourd'hui partout en France. La réforme des vigilances sera ainsi un axe central de la loi de santé que je présenterai prochainement au Conseil des ministres et à l'ensemble des acteurs concernés. L'article 7, enfin, concerne la mise en conformité des dispositions relatives aux mentions devant figurer obligatoirement sur la prescription de certains médicaments dits biologiques. Il faut que les prescriptions médicales établies dans un autre État membre soient mieux reconnues. Lorsqu'une personne se déplace ou voyage à l'intérieur de l'Union européenne, elle aura ainsi la garantie qu'elle pourra se faire prescrire ces médicaments dans les autres pays de l'Union. Mesdames et Messieurs les sénateurs, tous les articles de ce texte visent à transposer en droit interne les articles communautaires relatifs à la santé. Le travail que nous avons conduit a pour ambition de garantir et de renforcer encore la protection de nos concitoyens dans le champ sanitaire. J'en appelle ainsi à la responsabilité et à l'engagement qui sont les vôtres, afin que chacun d'entre vous vote l'adoption de ce projet de loi dans des termes conformes à ceux votés à l'Assemblée nationale. Je vous en remercie. Merci Madame la Ministre. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Jacky Lemaine, rapporteur de la Commission des Affaires sociales.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, toujours aussi nombreux sur ces bancs le matin et le jeudi, la Commission des Affaires sociales a adopté, après discussion large, sans modification, le texte du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit européen de l'Union européenne dans le domaine de la santé. La nécessité de mettre notre droit national en conformité avec les normes européennes est une première raison de ce vote. Surtout, les dispositions contenues dans le projet de loi tel qu'il nous a été transmis par l'Assemblée nationale viennent consacrer ou compléter des mesures favorisant la sécurité, j'insiste sur ce point-là, des personnes et renforcer la pharmacovigilance, la cosmétovigilance et la tatou-vigilance. Nouveau mot, ça qui apparaît là. Madame la Ministre, notre commission a cependant regretté que l'article 4 du projet de loi initial relatif à la vente de lentilles de contact sur Internet ait été intégré au projet de loi ayant trait à la consommation des lentilles. Il existe incontestablement un enjeu relatif au prix de ces produits. Mais il nous a semblé que cette question aurait d'abord dû être envisagée sous l'angle de la santé publique. Je crois que ça a été partagé par toutes les sensibilités de notre Assemblée. Dans le cadre du droit européen, un certain nombre d'évolutions qui peuvent paraître en rupture avec les pratiques françaises, comme la vente en ligne de produits de santé, constituent une adaptation nécessaire non seulement aux enjeux commerciaux, mais aussi aux impératifs de sécurité. Si la France entend garantir effectivement la sécurité des citoyens, elle doit, dans une économie mondialisée, permettre l'apparition d'une offre de produits de santé sur Internet qui présente toutes les garanties en termes de qualité, de contrôle et d'approvisionnement. De ce point de vue, le droit européen n'impose pas la fin des mécanismes de contrôle et de protection conçus par la France. Les directives européennes laissent systématiquement le choix aux États membres des moyens de transposition et n'interviennent pas sur l'organisation du système de soins qui relève de la seule compétence des États membres. Ainsi, la France a choisi, conformément à notre législation nationale, de limiter aux seuls pharmaciens d'officine la possibilité de vendre en ligne des médicaments non soumis à prescription. De même, elle a adopté l'interprétation la plus large de l'obligation imposée aux laboratoires pharmaceutiques par la directive 2012-26/UE de justifier le retrait d'un médicament d'un des marchés européens. Le droit européen permet aussi la diffusion sans entrave à la concurrence des produits français dans des secteurs particulièrement importants de notre économie, comme la cosmétique, dont je vous rappelle que c'est le troisième poste excédentaire de notre balance commerciale. Les entreprises françaises du secteur, dont les 2/3 de la production sont liées à l'exportation, sont très attachées à l'uniformité des règles européennes qu'a apporté le règlement 1223/2009. Il convient de souligner que ce règlement a également renforcé les exigences en matière de justification de l'innocuité des produits cosmétiques. Ainsi, dans le domaine de la santé comme dans celui du commerce, les objectifs du droit européen coïncident avec ceux du droit national. L'ensemble des professionnels concernés par ce texte ont d'ailleurs manifesté leur satisfaction quant à son contenu lors de leur audition par votre rapporteur. À l'occasion de ce texte, plusieurs questions ont néanmoins été abordées sur lesquelles je souhaite attirer votre attention, Madame la Ministre. La première de ces questions concerne les ostéopathes et les chiropracteurs. Les dispositions des articles 1 et 2 du présent projet de loi procèdent à une clarification bienvenue de leur régime de responsabilité civile professionnelle, mais ne couvrent que les cas de responsabilité pour faute. Or, dans la mesure où les ostéopathes et les chiropracteurs ne sont pas reconnus comme profession de santé par le droit français, un dommage non fautif survenu dans le cadre de leur activité professionnelle ne peut être couvert par l'Omnium. Il est financé par la Sécurité sociale, qui est financé par la Sécurité sociale. En l'absence de faute, il existe donc un risque important qu'un patient victime d'un dommage ne soit pas indemnisé à hauteur de son préjudice. Il me semble que cette situation pose un problème important d'équité. À ce risque s'ajoute celui d'une certaine confusion lorsque le professionnel concerné exerce par ailleurs une profession de santé reconnue
par le Code de la santé publique, par exemple celle de médecins généralistes ou de kinésithérapeutes. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles est réalisée l'expertise des accidents survenus à l'occasion de l'intervention d'un ostéopathe ou d'un chiropracteur n'est pas sans poser question, dans la mesure où elle ne peut être réalisée par des représentants de la profession concernée. En outre, il n'existe pas à ce jour de référentiel de bonnes pratiques spécifiques, bien que des travaux soient en cours sur ce point. Pour ces raisons, il me semble indispensable de clarifier le statut de ces deux professions. Sans doute, la grande loi de santé publique que nous attendons et que vous avez rappelé à l'instant, Madame la Ministre, sera-t-elle le véhicule le plus adapté pour se faire et apporter des clarifications sur ces sujets. Devront également être abordées, me semble-t-il, les questions relatives à la répartition des rôles entre les différentes agences sanitaires. La cosmétovigilance et le contrôle sur les produits de tatouage, qui sont abordés par l'article 3 du projet de loi que nous examinons aujourd'hui, mobilisent des ressources rares au sein de l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé, d'après ce qui nous a été rapporté. Ces fonctions ne trouveraient-elles pas mieux leur place dans le périmètre d'une autre agence? C'est une question. J'ai par ailleurs été alerté sur le risque que présente l'offre illicite de tatouage sur Internet et l'enjeu qu'il représente en termes de santé publique. Il m'apparaît, Madame la Ministre, qu'une action résolue pour faire respecter les normes encadrant la profession de tatoueur doit être mise en œuvre. Le statut des tatoueurs est également un sujet important pour l'avenir de cette profession. Enfin, s'agissant de l'article 7 relatif au respect des prescriptions transfrontalières, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement prévoyant la création d'un label éthique permettant d'identifier les produits sanguins collectés à partir de dons anonymes et gratuits. Même si je partage le souci de valoriser le don du sang, je m'interroge sur la portée de cette mesure. Pourriez-vous nous dire, Madame la Ministre, quelle est votre analyse de cette disposition qui doit être mise en œuvre par voie réglementaire? Ainsi que je l'ai dit, le texte du projet de loi est nécessaire pour répondre à nos obligations européennes et utile pour la protection des personnes. La Commission des affaires sociales vous demande donc, mes chers collègues, de l'adopter sans modification. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Muguette-Dini pour 8 minutes. Merci. Monsieur le Président, je vous ai pas dit. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il nous revient ce matin d'étudier un projet de loi visant à traduire dans notre droit national les objectifs fixés par plusieurs directives et règlements européens. Notre groupe ne s'opposera pas à ce texte de loi qui relève d'obligations européennes auxquelles, de toute façon, nous ne pouvons nous soustraire. Mais comment ne pas souligner que la France reste une mauvaise élève en matière de transposition de directives européennes? Nous sommes en effet très en retard pour adopter ce projet de loi. Ce ne serait pas grave si c'était exceptionnel. Mais vous le savez, Madame la Ministre, c'est un comportement récurrent de la France et cela coûte très cher puisque nous devons verser des pénalités à l'Europe. Sans doute pourrions-nous éviter ces dérives en se sentant plus concernés par ce qui se passe à Bruxelles. En 2009, j'étais intervenue en séance publique dans le cadre d'un débat européen sur le suivi des positions européennes du Sénat pour dénoncer le fait que les résolutions européennes adoptées par le Sénat n'étaient pas défendues par le gouvernement et surtout par les fonctionnaires qui le représentent à Bruxelles. Il arrive même que des fonctionnaires, quand ils sont présents, défendent des positions opposées aux consignes données par le gouvernement. De même, en matière de transposition de directives, il est impératif que nous engagions une réflexion sur les modalités de notre intervention parlementaire afin d'éviter de légiférer dans l'urgence sur des textes très techniques et parfois disparates. Cela étant dit, je voudrais souligner plusieurs points qui me semblent importants dans ce projet de loi, avec pour fil conducteur la sécurité sanitaire de nos concitoyens.
Le présent texte comporte des mesures d'adaptation visant à parachever la libre circulation des patients en Europe, prévue par la directive du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Nous avons enfin un cadre légal clair régissant les soins de santé transfrontaliers et la mobilité des patients à la suite des différents arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. La coordination entre les États membres à ce niveau s'est améliorée, ainsi que l'information des patients, la qualité et la sécurité des soins, sans remettre toutefois en cause la liberté des États membres d'organiser leur système de santé respectif. Je tiens aussi à saluer l'obligation pour les ostéopathes et chiropracteurs d'avoir recours à une assurance professionnelle sur le modèle de celle qui régit les professionnels de santé. Cela va renforcer sans aucun doute la sécurité des patients et leur permettre de bénéficier du même niveau de garantie que celle des soins dispensés par les professionnels de santé. Concernant la profession d'ostéopathe, vous avez, Madame la Ministre, annoncé une réforme de cette profession. Actuellement, les jeunes qui choisissent cette profession sont en grande difficulté. Trop nombreux à être formés, ils ont beaucoup de mal à trouver une clientèle et à vivre de leur métier lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. Plusieurs, d'ailleurs, partent à l'étranger un peu à l'aventure. Il est indispensable de trouver des solutions en amont. Ne faudrait-il pas travailler sur la question du nombre d'écoles et sur la qualité de la formation ? Nous soutenons votre démarche et souhaitons que vous nous précisiez votre projet. L'autre profession sur laquelle je souhaiterais recueillir votre position est celle des éthiopathes. Ces derniers souhaitent faire reconnaître l'usage professionnel du titre d'éthiopathe, à l'instar de celui d'ostéopathe. Ils mettent notamment en avant leur formation professionnelle, calquée sur le cursus universitaire, LMD, et les 6 années d'études obligatoires pour obtenir le diplôme d'éthiopathe. Cette formation se dispense dans 4 facultés, dont l'une est située dans le Rhône. Avez-vous, Madame la Ministre, engagé une réflexion afin de doter les éthiopathes d'un véritable statut? Concernant le bon usage des médicaments, votre adaptation de la législation européenne pour un encadrement maximal de la vente de ces derniers sur Internet me semble être une bonne chose. Vos 2 garde-fous, que sont l'adossement des sites de vente en ligne à une pharmacie physique et la limitation aux médicaments autorisés à la vente en accès libre en officine, concourent, là encore, à la sécurité des patients. Toujours sur le sujet de la vente en ligne, ce projet de loi, dans sa version initiale, comportait un article 4. Il prévoyait expressément la vente à distance des lentilles de contact correctrices, mais aussi son encadrement. Toutefois, vous l'avez dit, Madame la Ministre, cet article 4 a été supprimé, ces dispositions ayant été examinées parallèlement dans le cadre du projet de loi sur la consommation. Je regrette, comme vous tous, que nous ayons abordé ce sujet sous l'angle de la consommation. Nous aurions dû le faire dans ce texte-là, à dimension sanitaire. En effet, ce dispositif médical simple est une alternative efficace au port de lunettes et même plébiscité par un grand nombre pour des raisons d'esthétique ou de pratique sportive, mais requiert néanmoins une plus grande attention du fait de son contact direct avec la cornée. Il est de ce fait impossible de le considérer comme un produit de grande consommation. Dans le cadre du présent projet de loi, nous aurions pu sereinement étudier une réelle délégation de compétences des ophtalmologistes vers les opticiens en matière d'adaptation des lentilles de contact par ces derniers. Cela n'a pas pu être possible. Je terminerai mon propos sur l'adaptation de notre Code de la santé publique au règlement européen du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. Ma collègue Chantal Joanneau a déposé 2 amendements que j'ai co-signés visant à poser l'interdiction des perturbateurs endocriniens et des substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, dites CMR, dans la composition des produits cosmétiques. Il convient de rappeler que dans le cadre de la stratégie nationale perturbateurs endocriniens, à laquelle Chantal Joanneau a participé et qui semble avoir été enterrée par le gouvernement, la question de la composition des produits cosmétiques avait été posée. Dans son article 15, le dit règlement interdit les substances CMR de catégorie 1 et 2. Il s'agit donc, au travers du premier amendement, de transposer de façon explicite
l'interdiction de ces substances dans le droit français et de l'étendre aux perturbateurs endocriniens. Le second amendement est un amendement de repli sur le même principe de l'interdiction des perturbateurs endocriniens et substances CMR dans les produits cosmétiques à destination des femmes enceintes et des enfants de moins de 3 ans, qui sont, pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les publics prioritaires à protéger de ces substances. Voilà, Madame la Ministre, je vous confirme que nous voterons ce texte, mais je vous ai également présenté nos observations, nos questions et nos propositions. Je vous remercie par avance de vos réponses. Merci, mes chers collègues. Dans la suite discussion générale, la parole est à Madame Isabelle Pasquier pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce projet de loi a pour objet de transposer dans notre droit 5 directives européennes relatives à la santé. Il s'agit donc d'un texte plutôt technique. C'est une obligation constitutionnelle, pour autant, c'est l'occasion pour nous, parlementaires, d'apporter un certain nombre d'améliorations dans notre législation. Les articles 1 et 2 concernent les ostéopathes et chiropracteurs exerçant à titre libéral. Ceux-ci ne sont pas reconnus comme étant des professionnels de santé par le Code de la santé publique, ce que je trouve dommageable tant pour leur profession que pour les patients. Mais il est évident que l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle est une mesure de protection pour les patients. Toutefois, je regrette que la reconnaissance du statut s'opère au travers d'une obligation d'assurance qui, d'ailleurs, ne sera que partielle puisqu'elle comportera un plafond. Cela m'amène à poser une autre question, à savoir qu'adviendra-t-il en cas d'accident dont la réparation excède le plafond ? Pour les professionnels de santé, c'est l'ONIAM, l'Office national d'indemnisation d'accidents médicaux, qui intervient en complément d'un pareil cas. En sera-t-il de même ? L'article 3, qui porte sur les cosmétiques et les produits de tatouage, se limite à transposer dans notre Code de la santé publique le règlement numéro 1223/2009, qui de toute façon est d'application directe. Il ne pose pas de difficultés particulières dès lors que les règles de cosmétovigilance sont respectées et que l'ANSM reste compétente. Toutefois, si les producteurs et les exploitants de produits cosmétiques sont soumis à des obligations rigoureuses de déclaration de la composition des produits qu'ils vendent, aucune mesure nationale ou européenne n'exige des fabricants qu'ils réalisent des essais sur les effets indésirables des nanomètres rivaux qui composent ces produits. En outre, qu'en est-il des exceptions rendues possibles par le règlement européen concernant l'interdiction d'utiliser des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction? Nous avons des amendements à examiner un peu plus tard. Je pense que nous aurons un certain nombre de réponses. Je n'ai pas grand-chose à dire sur les mesures contenues dans l'article 4 puisqu'il a été supprimé. Si ce n'est que je regrette que ces dispositions aient été intégrées dans le projet de loi sur la consommation. De cette façon, on semble assimiler ces dispositifs médicaux à des produits de consommation courante. L'article 5, pour sa part, précise le champ d'application de la vente en ligne de médicaments autorisés par l'ordonnance du 19 décembre 2012 pour les seuls médicaments accessibles sans prescription médicale. Ce mouvement de libéralisation de la vente des produits de santé n'est pas à rejeter en bloc. Parfois, cela ne pose aucune difficulté majeure, comme la vente en ligne de lunettes, qui s'est paradoxalement accompagnée d'une amélioration de la protection sanitaire. Par contre, les médicaments vendus sans ordonnance ne sont pas nécessairement inoffensifs et une étude récente de 60 millions de consommateurs en apporte la preuve. Or, les dommages survenus à l'occasion de la prise de ce type de médicaments sans ordonnance ne donnent lieu à aucune indemnisation. En outre, cette vente pourra être effectuée à partir de pharmacies en ligne installées dans d'autres pays où les règles d'installation peuvent être différentes et les officines majoritairement détenues par des sociétés financières. Cela participe d'une financiarisation et d'une commercialisation du secteur de la santé à laquelle nous ne pouvons bien évidemment pas souscrire.
D'autant que, si le projet de loi précise que la vente doit être accompagnée d'informations en matière de santé, on voit mal comment cette information pourrait être utile et pertinente si elle est écrite dans une langue étrangère. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas l'article 5. L'article 6 va dans le sens d'une plus grande sécurité sanitaire, mais il demeure en dessous de la proposition que nous formulons depuis des années, à savoir que l'Agence nationale de sécurité du médicament cesse d'autoriser la mise sur le marché de médicaments qui n'ont pas fait la démonstration qu'ils étaient plus efficaces que ceux déjà commercialisés. Nous avons toujours défendu l'idée qu'il appartenait au pouvoir public d'être vigilant en la matière. Or, d'une certaine manière, on renvoie ici cette responsabilité aux producteurs. L'article 7, enfin, achève l'harmonisation de la rédaction des prescriptions de médicaments biologiques établis en France, mais destinés à être utilisés par le patient dans un autre État membre afin de garantir l'identification et la délivrance des produits. Désormais, comme l'a souligné le rapporteur en commission, la prescription d'un médicament biologique destiné à être utilisé dans un autre État membre devra comporter, outre la désignation de ces principes actifs nécessaires pour tous les médicaments, la mention du nom de marque et, le cas échéant, du nom de fantaisie de la spécialité. Ces dispositions améliorent celles déjà existantes dans notre droit, notamment grâce à l'introduction d'un label éthique, symbolisé par un pictogramme distinctif apposé sur les médicaments dérivés du sang, produits dans des conditions éthiques au sens de la législation française, c'est-à-dire à partir de dons bénévoles, gratuits et anonymes, conditions auxquelles les Français, au regard de leur histoire, sont très attachés. Globalement, ce texte apporte des améliorations à la sécurité sanitaire dans notre pays, excepté l'article 5 qui, pour nous, soulève de nombreuses interrogations. C'est pourquoi nous voterons l'ensemble du texte. Merci, mes chers collègues. Dans la suite discussion générale, la parole est à Monsieur Gilbert Barbier pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme il a été dit, le présent projet de loi vise à transposer dans notre droit national plusieurs textes européens en matière de santé. Ces dispositions sont certes de nature technique, mais loin d'être de portée restreinte. On a évoqué donc l'article 1er qui instaure pour les chiropracteurs et les ostéopathes une obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle conformément à la directive soins transfrontaliers 2011. Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, la sinistralité constatée dans l'exercice de ces deux professions est relativement faible et la majorité des praticiens sont déjà couverts par une garantie spécifique. Mais à défaut d'obligation légale avec des plafonds de garantie minimum, il en restera toujours qui ne seront pas correctement assurés ou pas assurés du tout. En protégeant à la fois les professionnels et les patients, l'article 1er est donc une réelle avancée que je tiens à saluer. Cela étant, il soulève des interrogations. La première, c'est la difficulté pour le patient de prouver la faute. Comment l'évaluer? Y a-t-il des référentiels de bonne pratique? Quels sont les experts? Et la seconde interrogation concerne l'indemnisation des victimes de dommages sans faute, comme l'a souligné le rapporteur. Les chiropracteurs et les ostéopathes n'étant pas reconnus comme des professionnels de santé, l'ONIAM ne pourra pas intervenir. Madame la ministre, vous avez annoncé une réforme de ces professions et sur ce sujet délicat, je crois que nous souhaitons vivement que vous puissiez nous préciser votre projet. Le métier d'ostéopathe a le vent en poupe. Environ 2500 jeunes obtiennent le titre chaque année. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont du mal à trouver une clientèle et à vivre de leur métier. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a trop d'écoles et que la formation dispensée est très hétérogène. Il faut des critères d'agrément beaucoup plus exigeants pour garantir la qualité de la formation. Où en êtes-vous sur ce point? Le décret est-il en voie de sortir? Autre sujet important, la vente en ligne des médicaments. Selon l'OMS, un médicament sur 2 vendu sur Internet est un médicament falsifié. C'est dire la grave menace que constitue ce mode de dispensation pour la santé publique.
Nous étions contraints de l'autoriser en France et je reconnais, Madame la Ministre, d'avoir fait le maximum pour l'encadrer en le réservant aux pharmaciens déjà titulaires d'une officine physique et aux médicaments non soumis à prescription obligatoire. Mais tous nos partenaires européens n'ont pas fait ce choix. Le Royaume-Uni, par exemple, fait preuve d'un très grand libéralisme. Le secteur est dominé par des pure players et tous les types de médicaments, avec ou sans ordonnance, peuvent être achetés en ligne. Je ne vois pas comment on pourrait empêcher ces sites anglais de traverser la Manche pour proposer la vente de médicaments aux Français. Et je ne parle pas d'autres pays qui pourraient être encore moins regardants sur les agréments de leurs sites. Enfin, ne nous leurrons pas, les faussaires auront toujours un temps d'avance sur la réglementation. Lors de la dernière opération de PAGEA 6, 114 sites illégaux ont été identifiés par les autorités françaises et plus de 812 000 médicaments, dont certains interdits en France car jugés dangereux, ont été saisis par les douanes. En pratique, il paraît difficile de remonter les filières du fait de la courte durée de vie de ces sites Internet et de l'hétérogénéité des législations nationales. On peut aussi s'interroger sur la capacité des autorités sanitaires et judiciaires à contrôler les sites de commercialisation en ligne si ceux-ci venaient à se développer fortement. Votre texte tente de limiter les dérives, Madame la Ministre, mais il faudra rester extrêmement vigilant pour garantir à nos concitoyens la sécurité et la qualité des médicaments qu'ils achètent. Cela vaut aussi pour la chaîne d'approvisionnement légale, car l'expérience a montré que les médicaments falsifiés ne parviennent pas uniquement aux patients par des moyens illégaux. Dans le contexte d'une fragilisation et d'une mondialisation accrue de la production, la traçabilité des matières premières, qui proviennent à 80% de pays extérieurs à l'Union, est en particulier un enjeu important. Il faut évidemment responsabiliser les fabricants, mais aussi renforcer drastiquement les inspections et contrôles dans les sites de fabrication à l'étranger. Sur ce point, l'ordonnance de 2012, qui transpose la plupart des mesures de la directive de 2011, nous satisfait. L'article 6 transpose une directive relative à la pharmacovigilance qui renforce les obligations des laboratoires, notamment en leur demandant de justifier la suspension, le retrait d'un médicament d'un marché européen ou le non-renouvellement de son AMM. Ces mesures s'inscrivent dans la prolongation de la loi de 2011 qui a confié à l'Agence nationale de nouvelles missions pour mieux surveiller et mieux informer. Mais s'agissant de la vigilance sanitaire, permettez-moi un petit aparté que j'ai déjà souligné au cours de l'intervention sur le sujet. La France comporte pléthore d'organismes de contrôle, mais ne désigne pas toujours le plus compétent. Vous deviez, Madame la Ministre, dès cette année, envisager une réorganisation du système de surveillance sanitaire que vous qualifiez de construit par strates successives, sans cohérence globale, inadapté à la déclaration des citoyens et des professionnels de santé. Selon le rapport Graal, où en êtes-vous de vos réflexions à ce sujet? Cela m'amène à un dernier mot sur l'article 3 qui concerne les produits cosmétiques, qui ont déjà été évoqués par ma collègue Madame Dini. La mise en œuvre du règlement européen de 2009 se traduit par un accroissement des exigences en matière d'étiquetage, de sécurité et de traçabilité. C'est une bonne chose. Je note d'ailleurs qu'en France, nous sommes un petit peu en avance, en particulier s'agissant de la mention sans bisphénol A et sans parabènes. Vous aviez fait le choix de maintenir la compétence de l'Agence nationale de sécurité du médicament en matière de cosmétovigilance, alors que l'activité et l'enjeu de sécurité sanitaire sont plus marginaux qu'en matière de pharmacovigilance, d'hémovigilance ou de matériovigilance. Moins de 200 signalements d'effets négatifs pour les premiers, contre plus de 80 000 signalements pour les seconds. La question du transfert de cette compétence à une autre structure, qui pourrait être l'ANSES, aurait mérité d'être posée. Enfin, comme beaucoup de mes collègues, je regrette la suppression de l'article 4 relatif à la vente de l'outil de contact sur Internet. Retirer cette mesure d'une loi sur la santé pour l'inscrire dans un texte sur la consommation
est un symbole qui ne manquera pas de favoriser la marchandisation de ce produit. Malgré les interrogations et le contenu imparfait de ce projet, je vous informe que le groupe RDSE votera ce texte conforme. Merci, mon cher collègue. Dans la suite discussion générale, la parole est à Madame Françoise Bock pour 12 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce texte très technique vise à remplir l'obligation constitutionnelle d'application du droit communautaire. À ce titre, je souhaite mettre en évidence 2 points. D'abord, quelques réflexions sur le fond des dispositions diffuses que ce texte va mettre en place. Ensuite, une réflexion d'ensemble sur la portée de ce texte et l'intérêt d'une politique communautaire en matière de santé. En préambule, je souhaite souligner que le tableau de la transposition par les États membres des directives européennes sur le marché unique, publié par la Commission européenne en février 2013, montre une augmentation du taux de transposition. La France fait partie des 12 États membres qui ont enregistré ou égalé leurs meilleurs résultats depuis 1997. Je tenais à saluer ces résultats encourageants qui permettent à notre pays d'être moins sanctionné financièrement. En outre, la France ayant la réputation d'être parmi les mauvais élèves de l'Europe en matière de transposition des directives, ce gouvernement a repris à son compte l'engagement du précédent de présenter à un rythme annuel des textes thématiques intégralement concentrés à la transposition de directives. Nous considérons qu'il est de bonne politique de continuer dans cette voie. J'en viens au texte qui nous occupe ce matin. Comme vient de l'expliquer Monsieur le rapporteur, ce projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne est technique et de portée limitée, même s'il porte sur un sujet essentiel puisqu'il concerne la santé de nos concitoyens. Permettez-moi de revenir sur l'article 4 relatif aux conditions de vente en ligne des lentilles de contact. Cet article ayant été supprimé par les députés et inséré dans le projet de loi relatif à la consommation, notre commission des affaires sociales a été écartée de son examen, ce que nous regrettons vivement. Comme l'a rappelé mon collègue René-Paul Savary, au ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sans être entendu, le secteur médical et sanitaire est un marché économique particulier dans la mesure où le consommateur ne choisit pas le produit qu'il achète, celui-ci lui est prescrit. Je regrette vivement ce choix de considérer les dispositifs médicaux que sont les lunettes ou les lentilles de contact comme des produits de consommation comme les autres. Par ailleurs, plusieurs dispositions concernent les médicaments. C'est le cas de la ratification de l'ordonnance relative à la lutte contre les médicaments falsifiés et à l'encadrement de la vente de médicaments sur Internet que nous soutenons pleinement. En effet, vous avez, Madame la Ministre, en cohérence avec la loi de 2011 sur la sécurité sanitaire du médicament, lié obligatoirement les sites de vente en ligne à une officine. Il était essentiel de rappeler le rôle des pharmaciens dans la sécurisation de notre système de santé. C'est le cas enfin du renforcement de la pharmacovigilance et la surveillance des produits cosmétiques et de fait des produits de tatouage qui sont assimilés à des produits cosmétiques par le droit français. Ce projet de loi impose enfin une obligation d'assurance professionnelle aux chiropracteurs et aux ostéopathes, ce que nous saluons. Madame la Ministre, vous avez annoncé une réforme de cette profession et je souhaiterais que vous nous en précisiez votre projet. Ce texte instaure par ailleurs des mesures facilitant la reconnaissance dans d'autres États membres de l'Union européenne
des prescriptions médicales portant sur certains médicaments biologiques. C'est à partir de ces dispositions d'harmonisation du contenu des prescriptions médicales transfrontalières que je souhaiterais, mes chers collègues, vous amener à réfléchir au sens de notre action de parlementaires d'un pays membre de l'Union européenne. Comme à chaque fois que nous examinons un projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne, nous constatons que ce sont des textes très techniques. Si nous, parlementaires, avons parfois des difficultés à appréhender tous les impacts de ces projets de loi, cela est d'autant plus difficile pour nos concitoyens. Alors que la construction européenne fait souvent les frais des crispations de notre société, il est de notre devoir de faire œuvre de pédagogie. En cette année européenne, ne serait-il pas bon de voter un texte qui retranscrive l'esprit de création d'une communauté sanitaire européenne plutôt que de voter un texte qui se limite à faire transparaître une technicité incompréhensible. Dans cette optique, il serait utile que les parlementaires nationaux soient associés davantage en amont à la mise en œuvre de ces projets de loi. La construction européenne s'est faite par la mise en commun de nos marchés et de nos ressources. Mais aujourd'hui, nos concitoyens en attendent plus. Plutôt que de critiquer les initiatives européennes quand elles ne nous conviennent pas, plutôt que de nous approprier l'entier mérite des directives européennes populaires, je fais le vœu qu'au niveau national, nous devenions des initiateurs de politiques communautaires. C'est la seule façon pour que la France reprenne sa place dans la construction européenne. Ce texte aurait pu en être l'occasion. Pourquoi pas, sur certains points, aller plus loin que ce que nous demande la directive, alors que ce texte aurait pu être la première pierre d'une Europe de la santé. Le gouvernement a choisi de défaire tout ce qui permettait, autour de nos frontières, de faciliter la vie sanitaire et la couverture sociale des frontaliers. Madame la ministre, vous avez décidé de supprimer à compter de juin 2014 le droit d'option des travailleurs frontaliers en matière d'assurance maladie. Suite au rejet des amendements lors de la discussion du PLFSS, tant à l'Assemblée qu'au Sénat, qui demandait une prorogation de ce droit d'option pour 3 voire 6 ans, 11 000 frontaliers ont une nouvelle fois manifesté samedi le 1er février en Alsace leur opposition à cette décision avec le très fort sentiment de ne pas avoir été sinon entendus, du moins écoutés. En effet, il n'y a eu aucun débat de fond sur un problème qui touche quelques 170 000 Français qui travaillent en Suisse et leurs familles. Or, il y a urgence, car comme vous le savez, ce droit d'option arrive à échéance en mai 2014. Malgré l'appel des élus des zones frontalières de Franche-Comté, d'Alsace, de l'Ain et du Jura, de la Haute-Savoie, vous avez décidé de ne pas proroger ce dispositif au nom de l'égalité de tous au regard des droits sociaux. De quelle égalité parle-t-on? Sur les conditions de travail, l'égalité n'existe pas. Je rappelle que ces travailleurs frontaliers français, dont une bonne partie serait au chômage s'ils n'étaient pas allés chercher un travail dans un pays voisin, travaillent dans un pays où le droit du travail est bien moins protecteur que le nôtre et qu'ils supportent des contraintes particulières liées aux horaires de travail, aux déplacements, au logement, aux congés et à la précarité de leur emploi. Et demain, en fait d'égalité, il leur en coûtera environ le double pour être assurés contre le risque maladie. Une fois de plus, vous portez dans votre politique le fruit de sa propre contradiction. Alors que l'on veut construire l'Europe, aller vers plus d'Europe sociale, plus d'Europe de la santé, plus d'Europe pour tous, vous prenez des décisions à l'encontre de l'acceptation de sa construction, décisions qui touchent prioritairement les régions frontalières qui sont les premières concernées. En lieu et place de faciliter la vie des Français qui travaillent en Suisse, vous la leur compliquez et vous rendez totalement dénués d'intérêt les nombreux efforts que font ces travailleurs pour se rendre chaque jour dans un pays étranger. Ne sont-ils pas les acteurs de la construction de l'Europe des peuples? Non seulement les Français qui travaillent en Suisse apportent une contribution à la richesse nationale, mais en outre, leur fiscalité va être revue à la hausse.
en leur imposant d'abandonner leur assurance privée pour rejoindre le régime de la sécurité sociale française, l'égalité n'existera pas non plus dans l'accès aux soins. L'enjeu de santé est majeur et n'est que peu abordé. En effet, au vu de l'amateurisme total pour la prise de cette décision, on peut légitimement s'interroger sur les modalités d'application de cette fin du droit d'option quand on connaît la situation tendue en matière d'offres de soins dans certaines de nos régions frontalières avec la Suisse, déjà très encombrées en matière de soins. Comment va-t-on gérer cet afflux massif de patients? Les services de santé de nos départements ne sont pas actuellement en état de recevoir l'ensemble des frontaliers. Il y a ici une carence en termes d'études d'impact sur les incidences pour les établissements de santé et sur l'offre médicale de proximité. Sur la question ensuite de la poursuite des soins engagés, en particulier en Suisse, même si dans les précédents débats, Madame la Ministre, vous vous êtes engagée à ce que tous les patients ayant commencé un traitement lourd dans ce pays puissent le poursuivre sans aucun problème, la situation n'est pas clairement établie. Ces personnes n'ont aucune certitude, aucune garantie quant à leur avenir. Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que cela aura un impact cruel sur nos territoires, leur dynamisme économique et leur marché immobilier, nous estimons que les conditions d'une extinction du droit d'option ne sont pas réunies. Je vous demande donc une nouvelle fois, au nom de tous les élus frontaliers, d'accepter de prolonger ce dispositif afin d'essayer de trouver une solution équitable et réfléchie pour nos concitoyens travailleurs frontaliers. Je vous demande également de réaliser une étude d'impact sur cette question en y associant les élus de ces territoires et les représentants des salariés frontaliers. Pour en revenir au texte qui nous occupe ce matin, il faut noter que dans son ensemble, il subsiste des interrogations. Par conséquent, l'UMP s'abstiendra sur le contenu de ce projet de loi à portée limitée. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Dans la suite discussion générale, la parole est à Monsieur Hervé Poher pour 10 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues, que dire quand tout a été dit? Et puisque le principal a été dit, laissez-moi rester sur l'essentiel. En disant tout d'abord qu'il est toujours heureux et rassurant de voir arriver en discussion au Parlement un texte de transposition de directive. Cela veut simplement dire que la menace d'un recours en manquement engagé contre l'État français, avec risque d'amende et d'astreinte journalière, s'éloigne, ou peut s'éloigner. Et entre nous, personne, que ce soit le particulier ou l'État français, n'est heureux de payer, encore moins ce qu'on appelle des amendes. Si la France a pu être, certaines fois, un mauvais élève dans ce domaine, nous ne pouvons que saluer les efforts consentis ces dernières années en matière d'application de notre droit. Il faut toujours féliciter celui qui reconnaît ses oublis, même s'il peut passer pour un mauvais élève. Mais je connais certains mauvais élèves qui ont quand même réussi dans la vie. Mais revenons au texte qui nous intéresse. C'est un texte très technique que nous examinons aujourd'hui. Texte qui ne pousse pas la philosophie législative, mais texte qui permet de soulever quelques questions sur notre société et sur son évolution. Texte aussi qui peut paraître un peu, au premier abord, avec des objectifs disparates. Assurance professionnelle des ostéopathes et des chiropracteurs, l'encre et la sécurité des tatouages, la vente de médicaments sur Internet, les cosmétiques, la pharmacovigilance, bref, tout cela mêlé dans une démarche d'adaptation à une volonté européenne. Certains esprits critiques pourraient qualifier cette démarche de melting pot ostéo-pharmaco-tatouo-cosmétique. Ne cherchez pas dans le dictionnaire, ce néologisme n'existe pas. Mais s'il faut trouver une cohérence d'ensemble à ce texte, si l'on veut se forcer à en extraire le plus petit dénominateur commun,
Il est facile, c'est simplement apporter quelques touches supplémentaires et complémentaires afin de renforcer la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Qu'il s'agisse de patients d'ostéopathes ou de chiropracteurs, qu'il s'agisse des utilisateurs de produits cosmétiques et volontairement, je n'ai pas employé le mot de consommateurs, ou qu'il s'agisse de la vente de médicaments en ligne. En résumé, ce projet de loi vise avant tout à protéger la santé de tous. En cela, le melting pot est quand même une belle avancée. Cependant, dans une vision d'ensemble, je me permettrai de nuancer mon enthousiasme sur un point très précis. Et ce sentiment a déjà été exprimé par mes collègues. Je voudrais redire ici mon regret personnel et mon inquiétude professionnelle de voir la question de la vente des lentilles de contact par Internet traitée dans un projet de loi sur la consommation, aussi bon soit-il, et même si le traitement en urgence était, semble-t-il, nécessaire. Donc, retiré de fait de notre démarche de ce jour. C'était l'article 4. Et que cette procédure ne soit pas dans un texte de santé publique, c'est intellectuellement et symboliquement dérangeant, pour rester dans des qualificatifs modérés. Les lentilles de contact ne sont en aucune façon des CD, des séjours de vacances ou des t-shirts. Ce sont des produits médicaux qui, mal utilisés, peuvent être dangereux. Et nous regrettons sincèrement de ne pas avoir eu à débattre de ce problème au sein de la commission sociale, dans une loi sur la santé, ce qui nous aurait permis de dissiper nos troubles. Alors laissez-moi émettre un souhait, Madame la Ministre, mais qui n'est qu'un souhait, que cette façon de faire ne devienne pas une facilité pour l'utilisation de tous les équipements médicaux, paramédicaux et les appareillages de tous ordres, qui doivent toujours rester dans une démarche de santé publique et non pas dans une adaptation des pratiques de la consommation. Même dans un monde où le commerce fait la loi, même dans un monde en pleine révolution des communications, même dans un monde où les pratiques vont plus vite que les règles, tout n'est pas que transactions, négoce et commerce. Pour revenir à notre sujet, et dans la lignée de notre excellent collègue rapporteur Jacky Lemaine, je voudrais faire un focus sur deux avancées importantes que propose le texte, la cosmétovigilance et la vente de médicaments par Internet. Tout d'abord, parlons des cosmétiques. Dans un contexte économique difficile, nous ne pouvons que nous féliciter du signal extrêmement positif adressé par ce projet aux entreprises de produits cosmétiques en France qui sont, vous l'avez rappelé, les leaders mondiaux du secteur. De fait, l'harmonisation de la réglementation au niveau européen en matière de produits cosmétiques va engendrer une réduction des coûts qui profitera à tous les fabricants, grands et petits. Et on peut l'espérer, voire en rêver, mais le rêve a ses limites, pourrait profiter aux utilisateurs qui sont de fait des consommateurs. Par exemple, la simplification de la procédure de notification pour les nouveaux produits cosmétiques devrait conduire à diviser par 2 les frais administratifs du secteur. En outre, en imposant de nouvelles exigences d'information, de sécurité et de traçabilité des produits, le texte renforce le processus de protection de la personne. Il faut bien l'avouer, dans un souci de transparence, d'affichage et d'image, l'industrie du cosmétique était demandeuse d'une telle démarche. Cependant, qu'il nous soit permis d'émettre là aussi des réserves sur la pertinence du choix de l'autorité compétente en matière de cosmétovigilance. Et je sais que cette remarque vous a déjà été adressée à de nombreuses fois. La directive transposée prévoit en effet que l'État membre désigne en toute liberté une autorité nationale en charge de la cosmétovigilance. Depuis 2004, celle-ci est de la compétence de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui est déjà en charge de la pharmacovigilance. Or, la cosmétovigilance et la vigilance sur les produits de tatouage apparaissent de fait comme des activités très marginales de la ANSM. Il a été rappelé tout à l'heure, moins de 200 signalements pour les cosmétiques contre 80 000 déclarations annuelles d'effets indésirables liés aux médicaments. Et en plus, le type de désagrément est généralement de nature différente. Vous pourriez me répondre qui peut le plus, peut le moins, certes, mais ce n'est pas un argument d'excellence.
Le rapport de mission de juillet 2013 du docteur Jean-Yves Graal, directeur général de la santé, sur la réorganisation des vigilances sanitaires, ne dit pas autre chose. Il y fait la différence entre les vigilances majeures et les vigilances à enjeux marginaux. L'ANSM est-elle la mieux placée pour traiter efficacement ces questions de sécurité sanitaire liées à l'usage des produits cosmétiques et de tatouage? En vous posant la question, nous osons suggérer une réponse. Nous savons bien qu'il y a un problème de police sanitaire, mais une autre solution devrait être possible, car en plus, les responsables de l'ANSM nous ont clairement expliqué qu'ils ne se sentaient pas à l'aise et que ce n'était pas leur métier. La question du transfert de cette compétence à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail mérite simplement d'être évoquée. C'est ce que je fais aujourd'hui. S'agissant de la vente de médicaments par Internet, l'article 5 apporte des garanties qui peuvent paraître solides et rassurantes pour essayer de répondre simplement à deux problèmes: lutter contre le trafic de faux médicaments et empêcher la consommation inconsidérée et irraisonnable de médicaments. Nous savons tous, le trafic de médicaments falsifiés est une activité qui semble extrêmement lucrative et qui permet de faire vivre certains réseaux que je qualifierais pudiquement de réseaux aux objectifs sanitaires douteux, mais aux objectifs financiers certains. Pour le moment, notre pays est relativement bien épargné grâce à une politique de médicaments efficace qui met en place des contrôles de chaque étape de la chaîne d'approvisionnement légale. Il n'en demeure pas moins qu'Internet est un important vecteur de commercialisation de médicaments falsifiés et que la légalisation de la commercialisation en ligne de médicaments en accès libre, puis de tous les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, nécessitait des prises de décision bien cadrées. C'est, à notre avis, ce qui a été fait. Ainsi, nous saluons le choix du gouvernement de n'ouvrir l'exercice de la vente en ligne de médicaments qu'aux seuls pharmaciens déjà titulaires d'une officine. Il était indispensable de réaffirmer un principe. La délivrance de médicaments nécessite pour les patients l'exercice d'une mission conseil à l'officine, comme pour la vente en ligne. Le médicament n'est pas un biscuit à apéritif. De plus, vouloir garder un monopole officinal était un choix. Il faut le reconnaître, un choix courageux du gouvernement, puisque ce monopole officinal est loin d'être unanime en Europe. Certains États membres, tels l'Allemagne, autorisent la vente en ligne de l'ensemble des médicaments, soumis ou non à la prescription médicale, et par on ne sait qui. Enfin, si la vente en ligne représente aujourd'hui une part tout à fait négligeable du chiffre d'affaires du secteur, on peut néanmoins s'interroger sur la capacité des autorités sanitaires, policières et judiciaires à contrôler les sites de commercialisation en ligne si ceux-ci venaient à se développer fortement. Nous verrons bien. On peut penser que la tâche sera plus aisée grâce à l'adossement à une pharmacie physique, mais ne nous faisons pas d'illusions. Dans le monde du web, les vrais margoulins et les vrais faussaires sont presque aussi nombreux que les faux génériques. Dernier point enfin, Madame la Ministre. Les entretiens et discussions au sein de la commission sociale ont bien évidemment mis en évidence ce qu'on vous a déjà signalé tout à l'heure, c'est-à-dire ce point d'interrogation permanent concernant la place occupée par les ostéopathes et les chiropracteurs dans notre fonctionnement collectif. C'est un problème récurrent pour lequel il faudra bien un jour trouver une ou des solutions. En disant cela, je ne préjuge absolument pas des types de solutions. Mais nous croyons savoir que vos services s'intéressent de très près à cette question et nous vous en sommes reconnaissants. Chers collègues, je vous invite donc à voter ce texte qui nous permet de poser accessoirement certaines questions essentielles sur le fonctionnement de notre société, mais qui propose surtout des avancées relatives à la protection de la sécurité sanitaire de nos concitoyens. Et je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. La discussion générale est donc close. Madame la ministre, si vous voulez bien répondre.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je veux tout d'abord vous remercier, le rapporteur en tête, pour les interventions qui ont été les vôtres et qui ont soulevé un certain nombre de questions. Je ne vais pas les prendre toutes ou répondre à l'ensemble d'entre elles, mais au fond, certains points sont revenus dans plusieurs interventions et je vais donc m'y attarder un instant. Mais je commencerai par dire à Madame Françoise Bock que ce texte n'est que ce qu'il est. Il ne s'agit pas de refonder la politique de santé européenne à travers les dispositions qui vous sont présentées. J'ose espérer que d'ailleurs l'hémicycle serait plus fourni. Et je me permets de vous rappeler, Madame, ce que vous savez évidemment fort bien, qui est que les politiques de santé sont du ressort national et qu'à l'inverse, la France est l'un des pays les plus en pointe au niveau européen pour faire adopter un cadre européen dans lequel déployer des politiques de santé, en particulier pour ce qui est de la vigilance. Parce que l'enjeu de ce texte, c'est celui de la vigilance. Et la France est à la pointe du combat au niveau européen. Pointe du combat pour faire en sorte que des pratiques de sécurité renforcées soient apportées aux dispositifs médicaux, là où la plupart des pays, et j'entends d'ailleurs ces voix-là, y compris du côté de la formation politique qui est la vôtre, alors que beaucoup demandent que la logique de marché pour les dispositifs médicaux soit privilégiée. La France a été à la pointe du combat pour faire adopter une directive sur le tabac, par exemple, qui vienne réaffirmer les enjeux et renforcer les enjeux de santé publique par rapport à des enjeux commerciaux. Et la France n'a pas toujours gagné l'ensemble des combats qu'elle a pu porter. On aimerait aussi entendre parfois certains sur vos bancs soutenir la position de santé publique, par exemple dans la lutte contre le tabagisme. Donc ce texte est un texte de transposition d'une directive. Ça n'arrive pas uniquement dans le domaine de la santé. Ne demandez pas à ce texte plus que ce qu'il peut faire, et j'aurai l'occasion ultérieurement de répondre d'une phrase, parce que je l'ai fait si souvent que j'ai l'impression de me répéter sur le sujet des frontaliers. Vous avez raison, Monsieur Poher, parce qu'au fond, tout est là. Tout n'est pas commerce. Et en matière de santé, nous devons avoir le courage d'affirmer qu'il y a des principes de santé publique qui sont posés et qui ne relèvent pas uniquement ou qui ne relèvent pas de la logique commerciale. C'est ce qui a été fait en matière de médicaments, à travers la vente de médicaments sur Internet. Je vous remercie de l'avoir tous souligné. Une directive, un texte européen est intervenu, qui a rendu obligatoire la mise en ligne, la vente en ligne de médicaments. J'ai fait en sorte que nous apportions les garde-fous les plus solides possibles compte tenu de la législation européenne, et c'est donc une priorité constante de ma part. Je veux vous dire, car j'ai entendu les regrets s'exprimer sur tous les bancs ici quant au fait que ce soit dans le texte de loi de consommation que soit intervenue la nouvelle législation relative à la vente de produits pour lentilles. Mais c'est à l'initiative parlementaire, mesdames et messieurs les sénateurs. Cela ne figurait pas dans le texte initial du gouvernement pour les lentilles. Et donc, je veux vous dire que il y a eu là, ça résultait d'un débat parlementaire, et donc il y a là, au fond, oui, absolument. Et donc, il y a là une interrogation à avoir. Je ne peux que me réjouir que ces dispositions qui ont été adoptées aient fait l'objet d'un vaste débat, mettant en avant d'ailleurs les préoccupations sanitaires. Et je crois que nous avons intérêt systématiquement à marquer le cadre sanitaire dans lequel interviennent ces dispositions. Alors sur la cosmétovigilance, qui est un point qui a été soulevé notamment par Jacky Lemaine, mais par d'autres intervenants. Aujourd'hui, elle relève de l'ANSM. Est-ce que c'est le plus cohérent? On peut s'interroger. En tout cas, il n'y a pas de police sanitaire ailleurs, notamment à l'ANSES.
Il n'y a pas de police sanitaire aujourd'hui à l'ANSES. Donc, transférer la surveillance des produits cosmétiques à une autre agence que l'Agence nationale de sécurité du médicament suppose que nous ayons défini des pouvoirs ou donné des pouvoirs de police sanitaire à ces autres agences. Le maintien de la cosmétovigilance dans le cadre de l'ANSM est-il de toute éternité? La réponse à l'évidence est non. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de la refonte des vigilances, et vous avez été plusieurs à évoquer le rapport de Jean-Yves Graal, c'est dans le cadre de cette refonte des vigilances que nous devons travailler. Et cette refonte, elle figurera dans la loi de santé publique, refonte qui doit reposer sur une clarification des responsabilités, une clarification des missions et un resserrement du périmètre de chacune des missions. Donc je crois que nous avons des réflexions qui sont voisines. Nous avons simplement, dans la manière de les mettre en œuvre, à bien prendre en compte le paysage d'ensemble du système de pharmacovigilance ou de cosmétovigilance. Pour ce qui est, monsieur le sénateur Jacky Lemaine, de la question plus particulière que vous avez posée sur le label éthique pour le don du sang. C'est une réflexion qui est apparue dans le cadre de la mission qui a été confiée à un parlementaire député, Olivier Véran. Et c'était l'idée qu'on pourrait donner un label, poser un label qui permette d'identifier que le don est gratuit et fait selon les principes d'ailleurs de notre système. C'est un label qui est demandé par les donneurs pour qu'on identifie leur engagement, qui n'est pas demandé par les receveurs, qui eux souhaitent avoir des garanties en termes de sécurité. Parce que, évidemment, l'enjeu pour un receveur, c'est qu'il soit assuré que le sang qu'on va lui transfuser apporte toutes les garanties de sécurité. Il y aurait donc des difficultés de définition, d'application. Nous sommes sur un marché qui est ouvert au niveau européen. Les mêmes règles n'existent pas partout au niveau européen. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir un... Enfin, peut-on imaginer un receveur, et d'ailleurs il ne l'imagine pas, disant, voilà, il y a un label, qui le donnerait? Comment serait-il contrôlé? Mais moi, j'ai besoin de sang, on me garantit sa sécurité, mais il n'a pas été réalisé dans les conditions de don éthique à la française. Est-ce que le résultat ne pourrait pas être contre-productif? C'est-à-dire que, voyant que des receveurs acceptent du sang qui ne serait pas labellisé, mais qui serait sûr, est-ce qu'au fond, on n'en reviendrait pas à banaliser le caractère éthique en France de la démarche que nous souhaitons promouvoir? En tout cas, je crois que la réflexion aujourd'hui doit se poursuivre. Vous avez été plusieurs, Jacky Lemaine, Madame Muguet-Dini, Monsieur Gilbert Barbier également, Monsieur Poher aussi, peut-être tous d'ailleurs, à évoquer les débats sur les ostéopathes, l'éthiopathie, Madame Dini, la question de la responsabilité sans faute. C'est vrai que il s'agit d'une première étape, c'est-à-dire qu'il s'agit d'apporter, comme l'a dit M. Gilbert Barbier d'ailleurs de façon très explicite, il s'agit d'apporter une sécurité renforcée aux patients qui vont consulter des ostéopathes qui ne sont pas professionnels de santé et qui, n'étant pas professionnels de santé, ne s'inscrivent pas dans le cadre de la responsabilité sans faute telle qu'elle existe aujourd'hui. Cette responsabilité sans faute, pour l'essentiel, renvoie à des pratiques d'ailleurs qui ne correspondent pas à celles des ostéopathes, par exemple tout ce qui est maladie nosocomiale. Donc qu'il y ait une réflexion à avoir sur la manière de sécuriser les patients ou de renforcer encore la sécurité des patients, je l'entends parfaitement et la réflexion se poursuit au sein du ministère. Je veux quand même souligner que ce texte constitue une première étape significative. Nous passons de rien à quelque chose qui veut dire qu'on constitue un environnement plus protecteur pour nos concitoyens. Pour ce qui est des éthiopathes, et j'ajoute que pour ce qui est des ostéopathes, la réflexion se poursuit pour ce qui est de la formation. Je crois qu'il y a un sujet, des groupes de travail existent au ministère et nous devons voir comment déboucher, sans doute à l'occasion de la loi en santé,
puisque il y a, cela a été souligné, des formations qui sont de qualité très inégale et un nombre sans doute excessif, pour dire les choses de façon, disons, modérée. Il y a sans doute un nombre excessif d'ostéopathes qui arrivent sur le marché, y compris dans leur intérêt propre. Il n'est pas évident que le cadre actuel soit satisfaisant, puisque s'ils sont trop nombreux, y compris par rapport à la demande, les risques d'avoir des pratiques qui soient insuffisamment rémunératrices est évidemment important. Pour ce qui est des éthiopathes, nous sommes là face à un sujet totalement différent, puisque cela correspond à des professionnels qui pratiquent entre guillemets des médecines naturelles. Ce sont des pratiques qui ne sont pas aujourd'hui reconnues par la médecine conventionnelle d'un point de vue scientifique. Donc j'ai eu l'occasion de dire que à la suite de travaux qui ont eu lieu dans le cadre de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la MIDILUV, à la suite d'interrogations qui apparaissent sur toute une série de pratiques non conventionnelles. Un groupe de travail s'est mis en place. Des travaux, par ailleurs, sont menés par l'INSERM et la Haute Autorité de Santé qui visent à apprécier, qualifier chacune de ces pratiques non conventionnelles pour voir dans quel cadre elles peuvent être encadrées, labellisées, autorisées. Donc l'éthiopathie pourrait faire l'objet d'une réflexion, peut faire l'objet d'une réflexion dans le cadre de ce groupe de travail qui a, je veux le rappeler, comme objectif de repérer des pratiques potentiellement dangereuses. Aujourd'hui, l'éthiopathie n'est pas en cours d'examen, je le dis, elle ne fait pas l'objet d'une appréciation, d'une évaluation par l'INSERM et la Haute Autorité de Santé. Cette évaluation pourra intervenir, mais j'insiste, l'objectif, ça n'est pas de labelliser toutes les pratiques existantes, c'est bien d'identifier des pratiques prometteuses et d'alerter sur des pratiques potentiellement dangereuses. Madame Pasquet, j'aurais dû indiquer lorsque j'ai parlé du médicament que vous avez longuement insisté sur ce point. Là encore, il me paraît absolument nécessaire d'être extrêmement attentif aux conditions dans lesquelles s'exerce la vente de médicaments et en amont, la production et la sécurisation du marché. Cela rejoint un point soulevé par Monsieur Barbier. La question de la chaîne légale d'approvisionnement est évidemment l'objet de toute notre attention et de toute notre préoccupation. Nous savons que des médicaments, ou que la matière première des médicaments est pour beaucoup produite dans des territoires extérieurs à l'Union européenne. Cela suppose que nous ayons des missions de vigilance, de contrôle qui soient renforcées, qui soient mutualisées au niveau européen et que nous puissions avoir des accords avec les pays partenaires. J'ai eu des discussions, par exemple, avec le ministre chinois en charge de la politique du médicament, de l'administration du médicament, pour voir comment l'administration chinoise peut aussi contribuer et apporter des réponses à cette question. La question de l'Inde, l'Inde est aussi un pays concerné et donc nous nous préoccupons de cela. Je veux insister sur le fait que cet enjeu de sécurité porte sur l'ensemble des médicaments et non pas, comme je l'entends dire parfois, uniquement sur les médicaments génériques, puisque ce sont les mêmes matières premières qui servent à la fabrication des médicaments de marque et des médicaments génériques. Enfin, je terminerai en disant un mot des frontaliers. La question des frontaliers, qui d'ailleurs n'est pas une question de droit communautaire, puisque il n'a échappé à personne que la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, et donc le débat sur le droit de l'Union européenne n'a pas grand-chose à voir avec la question des frontaliers. Et je comprends d'ailleurs que les frontaliers puissent s'inquiéter des positions qui viennent d'être adoptées par la Suisse. Et donc, il me semble que s'il y a remise en cause de certaines situations, ou s'il y a certaines menaces, elles sont aujourd'hui aussi du côté de la démarche suisse. Pour ce qui est du droit de la sécurité sociale,
Je veux indiquer que l'égalité que vous avez rappelée devant les contributions et les prestations sociales est un principe qui est fixé par la Constitution, dont le Conseil constitutionnel se fait le garant, et donc il y a un enjeu juridique extrêmement fort, effectivement, puisque si les frontaliers ont pu bénéficier dans le passé d'un régime dérogatoire, c'est parce qu'il n'y avait pas dans le droit français de cadre juridique dans lequel on pouvait prendre en charge leur situation particulière. Ce cadre juridique existe désormais depuis un peu plus de 10 ans. C'est pour la raison pour laquelle le statut dérogatoire qui était le leur ne peut pas être maintenu. C'est ce qui avait été reconnu par la majorité précédente, qui avait indiqué que cette dérogation prendrait fin. À la suite de discussions qui ont été menées par mon ministère et les associations de frontaliers, il a été décidé que l'extinction de cette dérogation se ferait de manière progressive afin de ne pas provoquer de choc et de rupture trop forte. Cela nous emmène donc à une extinction progressive jusqu'au 1er janvier 2016. Jusqu'à cette date, un taux de contribution intermédiaire de 6% va être apposé avant la mise en œuvre du taux de contribution de cotisation de 8% à partir du 1er janvier 2016. Par ailleurs, j'ai indiqué à plusieurs reprises qu'il y aurait la reconnaissance du caractère particulier des frontaliers, donc dans le cadre de la sécurité sociale, et comme cela peut exister pour d'autres professions ou d'autres populations dans le cadre du régime général de la sécurité sociale, nous créons un régime, enfin nous reconnaissons un régime frontalier, c'est-à-dire identifié comme tel. Et enfin, troisième point, je veux rappeler que j'ai indiqué que des règles seraient fixées qui permettraient aux frontaliers, compte tenu de leur position géographique et de leur lieu de travail, de bénéficier de dispositions particulières. Par exemple, ils pourront avoir comme médecin traitant un médecin installé en Suisse et bénéficieront de la chaîne de remboursement maximale qui en découle. J'ai indiqué que les traitements lourds engagés en Suisse pourraient être poursuivis. J'ai indiqué que pour ce qui est des soins courants, il ne serait pas nécessaire pour les pratiquer en Suisse de demander une autorisation préalable de la part de la sécurité sociale. Donc tout est fait pour qu'il y ait continuité des soins, qu'il n'y ait pas de rupture dans la prise en charge des frontaliers et pour que les conditions pratiques d'accessibilité quotidienne aux soins soient absolument garanties. Principe d'égalité d'un côté qui permet que soit prise en compte dans la déclinaison des principes le mode de vie particulier des frontaliers. Il n'y a pas là d'opposition et c'est la position défendue par le gouvernement et que j'ai présentée à l'ensemble des associations dans un climat qui m'a paru serein. Merci Madame le Ministre. Donc la discussion générale est close. Nous passons donc maintenant à la discussion du texte de la Commission. À l'article 1, je ne suis saisi d'aucun amendement. Pas de demande d'explication de vote. Ceux qui sont favorables veulent bien lever la main à cet article. Ceux qui sont défavorables, il est adopté. À l'article 2, je ne suis saisi d'aucun amendement. Pas de demande d'explication de vote. Même vote, il est adopté. Article 3. Je suis saisi de deux amendements en discussion commune, le 1 rectifié et le 2 rectifié. C'est vous, Madame Dini, qui présentez les deux? Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, j'ai déjà évoqué nos deux amendements, celui de Madame Joanneau et le mien, dans le cadre de mon intervention dans la discussion générale. Pour appuyer notre proposition, je souhaite faire référence au terme d'une étude réalisée sur une base de 15 000 produits de beauté hygiène par l'Institut de notation Noteo et le réseau Environnement Santé, étude qui a été rendue publique le 13 septembre 2013. Selon ce travail, près de 40% des produits d'hygiène et de beauté contiennent au moins un perturbateur endocrinien. Les vernis à ongles arrivent en tête, 74% d'entre eux contiennent au moins un perturbateur endocrinien, devant les fonds de teint, 71%, les produits de maquillage pour les yeux, 51%, les démaquillants, 43%, les rouges à lèvres, 40%, les soins du visage, 38%, les déodorants, 36%, les dentifrices, 30% et les shampoings, 24%. Faut-il rappeler que les perturbateurs endocriniens se définissent comme des substances chimiques interférant avec la régulation hormonale des êtres vivants. Ils sont susceptibles de provoquer, même à de très faibles doses,
une grande variété d'effets, notamment sur le développement physiologique des individus exposés pendant la période intra-utérine. Ils sont notamment suspectés d'avoir un impact sur la fertilité et d'être liés à l'augmentation du nombre de cancers dits hormonodépendants, principalement ceux du sein et de la prostate. Parmi les perturbateurs endocriniens les plus fréquemment utilisés dans les produits d'hygiène beauté, on trouve les parabènes, 23%, le cyclopentasiloxane, 15%, le triclosan n'étant présent que dans 1,3% des échantillons. L'étude précisée souligne que l'on trouve souvent plusieurs de ces substances dans un même produit. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter notre amendement qui vise à transposer de façon explicite dans notre droit l'interdiction d'utilisation dans les produits cosmétiques des substances classées CMR et des perturbateurs endocriniens. Je vous remercie. Le deuxième amendement. Et les deux amendements sont défendus ensemble, l'un étant plus restrictif que l'autre, puisqu'il s'adresse aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 3 ans. Mais je voulais être sûr qu'ils étaient défendus tous les deux. Monsieur le rapporteur, avis de la commission. Merci, Monsieur le Président. Je répondais aussi sur les deux, puisque le deuxième est un amendement de repli. Donc, les amendements présentés par Mme Joanneau et repris d'ailleurs par son groupe posent plusieurs questions de forme et de périmètre d'application. C'est ce que d'ailleurs j'avais souligné lors de la discussion en commission des affaires sociales. Je relève que le règlement auquel il est fait référence concerne l'information sur les substances et non leur interdiction. En l'état, les amendements me paraissent contraires au droit européen et ce qui les priverait de tout effet, voire exposerait la France, c'est un risque, à des sanctions s'ils étaient adoptés. C'est l'analyse que j'ai soulignée, notamment en commission des affaires sociales. Il risque également d'avoir un impact négatif immédiat sur l'industrie cosmétique française sans garantir un renforcement de la sécurité de ces produits par rapport aux normes existantes. Ce qui fait que, personnellement, je l'avais déjà dit, j'étais contre l'adoption de ces amendements, mais nonobstant cette position personnelle, il semble que aussi l'objectif premier de ces amendements est de permettre un débat avec le gouvernement sur cette question importante de la cosmétovigilance. On en a parlé un peu dans le cadre de la discussion générale, mais je crois que à l'occasion de ces amendements, on peut peut-être approfondir. Et c'est dans cet esprit que la commission des affaires sociales a décidé, a choisi de s'en remettre à l'avis du gouvernement. Je distancie mon avis personnel de celui de la commission qui, à l'unanimité, a demandé à ce qu'on puisse en rediscuter en séance plénière. Voilà ce que la commission des affaires sociales propose, c'est de s'en remettre à l'avis du ministre. Merci. Alors, quel est votre avis, Madame le ministre, sur ces deux amendements ? Bien, Monsieur le Président, je demanderai le retrait de ces amendements où je donne un avis défavorable. Aujourd'hui, il existe, pour ce qui est des produits cosmétiques, une réglementation européenne. Cette réglementation européenne, pour les produits pour lesquels le risque est avéré, est extrêmement ferme, et la France s'inscrit dans le même cadre. C'est-à-dire que pour le risque 1, les produits qui sont classés en risque 1, la mise sur le marché n'est pas possible, le retrait doit intervenir. Pour le reste, il y a un travail d'évaluation permanent qui est réalisé. Et donc, je rejoins l'analyse de votre rapporteur qui est de dire que, d'une part, j'ai de grandes interrogations sur la compatibilité juridique de votre amendement avec le droit européen, puisque nous sommes dans un cadre où il y a une catégorie de produits qui est clairement identifiés comme devant provoquer le retrait du produit. Et pour le reste, nous sommes dans un cadre juridique d'évaluation permanente. Par ailleurs, j'attire votre attention sur la question de la faisabilité, tout simplement. C'est un domaine dans lequel les produits sont en permanence mis sur le marché avec un nombre de substances qui est très important. Et donc, nous devons en réalité examiner chacune des substances. Même les parabènes renvoient à des substances elles-mêmes très différentes et très diverses. Pour autant, il ne s'agit absolument pas, je le dis, de ne pas se préoccuper de ces enjeux
de sécurité et de vigilance pour les produits cosmétiques, même si les produits cosmétiques sont à pénétration faible et donc il ne faut pas imaginer que on soit face aux mêmes enjeux que face à des médicaments ou à des substances que l'on ingère, par exemple. Néanmoins, il faut de la vigilance, évidemment, nous l'avons évoqué tout à l'heure à travers la question de savoir quelle était l'agence qui devait porter cette vigilance. Nous devons nous donner les moyens d'alerte renforcée. Et c'est pour cela que dans le cadre du plan santé-environnement, nous travaillons aussi à ces questions et nous allons voir comment avancer sur cette question des substances et des produits cosmétiques. Donc, pour des raisons juridiques, de compatibilité avec le droit européen, pour des raisons d'organisation des vigilances, je vous appelle à retirer vos amendements, sinon je leur donne un avis défavorable. Madame Dini, vous maintenez vos amendements? Non, mais il faut savoir parce que... J'ai bien entendu, Madame la Ministre, que vous avez dit que c'était une vraie question. Il est vrai que ces perturbateurs endocriniens qui sont présents dans des produits de beauté, mais aussi dans des produits de soins pour enfants, ça pose quand même une vraie question. Et j'ai bien compris toute la difficulté de mettre en place une cosmétovigilance plus complète et plus difficile. Et j'ai bien compris aussi que nous ne pourrions pas le mettre dans ce texte. Donc c'est une forme d'alerte. J'ai entendu, Madame la Ministre, que vous indiquiez que la pénétration des produits cosmétiques était faible. Elle n'est pas moins faible que celle des médicaments et certains médicaments très efficaces passent par la peau. Donc je pense que pour les produits cosmétiques, l'efficacité est la même que celle de certains médicaments qui passent par la peau. Vous avez dit, Madame la Ministre, que vous avanciez sur cette question, que vous n'y étiez pas insensible et que vous le regardiez. Je pense que quand vous aurez trouvé le moyen, effectivement, peut-être de freiner ou d'empêcher la présence de ces perturbateurs endocriniens dans les produits cosmétiques, ce sera le moment d'indiquer fermement à nos fonctionnaires à l'Europe de prendre en charge ces recommandations. Donc je vais retirer mes amendements parce que j'ai bien compris que nous souhaitions avoir un texte conforme. Merci. Merci. Madame la Ministre. Oui, je veux remercier Madame Dini et lui indiquer, puisque j'ai oublié de le faire, que nous sommes par ailleurs en train d'élaborer une stratégie sur les perturbateurs endocriniens pour voir comment l'intégrer dans nos politiques, intégrer cette préoccupation et cet enjeu dans nos politiques de santé et dans le plan santé-environnement. Merci. Donc il n'y a plus d'amendement à cet article 2. Explication de vote, je n'en vois pas. Ceux qui sont favorables à cet article 3, veulent bien lever la main. Ceux qui sont défavorables, l'article 3 est adopté. L'article 4 a été supprimé. À l'article 5, je ne vois pas de demande d'explication de vote. Ceux qui sont favorables à cet article 5 veulent bien lever la main. Ceux qui sont défavorables, il est adopté. Article 6, ceux qui sont favorables veulent bien lever la main. Défavorable, adopté. Article 7, même vote. Même vote. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix l'ensemble du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé. Ceux qui sont favorables à ce texte veulent bien lever la main. Ceux qui sont défavorables, le projet de loi est donc définitivement adopté, mes chers collègues, puisqu'il est conforme à celui voté par l'Assemblée nationale. Je vais donc suspendre la séance. Elle sera reprise à 15 h pour les questions thématiques sur pratiques et réalités agricoles et code de la propriété intellectuelle. La séance est suspendue. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Voilà, vous avez donc pu suivre l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé. On en reparle ce soir dans 24 heures Sénat, présenté par Delphine Girard.
C'était il y a 15 ans à peine, au Pérou. Plus de 300 000 femmes ont été